Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais me présenter, Frédéric Payette. Donc, je suis directeur territorial à l'EPNAC, donc établissement public national Antoine Koenigswarter, établissement public médico-social dans le champ du handicap essentiellement, avec un peu de protection de l'enfance. Je suis aujourd'hui, en fait, j'interviens surtout en tant que modestement animateur d'un webinaire ce matin. Donc, c'est une matinale, donc j'aurai le café à la main, d'un webinaire qu'on intitule Les mercredis des bonnes pratiques. C'est la deuxième édition, donc ce matin, qui a pour but, puisque je suis membre actif, je vais le dire comme ça, de la commission usagers et citoyenneté du GEPSO, donc groupement des établissements publics sociaux et médico-sociaux. Donc, je suis membre de cette commission et je suis aussi copilote d'un groupe de travail qui s'appelle Participation de l'usager. Et nous avons décidé de mettre en place ce webinaire dans le but de partager des expériences réussies d'établissements à destination d'autres établissements dans l'idée donc d'être inspirant et de partager donc ces expériences avec d'autres structures. Donc voilà le principe. Donc le principe il est simple, il va y avoir des témoignages. Donc je vais donner la parole à des personnes donc que je vais demander de se présenter maintenant. Ces témoignages, grosso modo, nous avons 3 grands témoignages et on aura un petit temps, espérons-le, donc en fin de séance, puisqu'à 10h15, on terminera, ça c'est sûr. C'est le principe des matinales, c'est très limité dans le temps. On essaiera de se consacrer un temps de 10 minutes à un quart d'heure de questions, donc pour celles et ceux qui souhaiteront poser des questions. Voilà, donc parmi nous, en tant qu'intervenant, et avant que je commence, avant que je donne la parole, je précise que cette séance est enregistrée, donc je vais demander aux intervenants d'enlever leur micro, d'activer leur micro et de me dire s'ils sont d'accord que nous enregistrons, excusez-moi, cette séance ce matin. Il n'y a pas de souci. Oui. 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 Merci à vous. Donc, parmi nous, je vous ai dit, donc, nous avons 3 témoignages. Donc, tout d'abord, nous avons donc, des intervenants pairs. Alors, qu'est-ce que c'est que des intervenants pairs? On va le découvrir. Donc, je vais d'abord citer Paul-Antoine et Manolis. Paul-Antoine et Manolis. Donc, Paul-Antoine qui est intervenant pair dans le cadre du projet EPOP, c'est ça? C'est ça. Et Manolis, qui l'accompagne, est référent de parcours donc à l'EPNAC, à l'ESRP de Roubaix. C'est ça. Bonjour à tous. Ensuite, nous avons Eva, ici présente, qui est donc, je vais laisser se présenter, qui est médiatrice. Bonjour à tous. Je suis médiatrice de santé père au centre hospitalier du Rouvray, rattaché à Normandie Réhab. Bienvenue parmi nous, Merci. Eva, qui est accompagnée donc de Peggy et d'Emma, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, je suis Peggy Picno, coordinatrice régionale du centre support Normandie Réhab, qui est un centre qui est bicéphale à 2 tacs, qui est porté donc par le CHR du Rouvray sur Rouen et le CHU de Caen. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Je suis infirmière au centre support Normandie Réhab. J'ai exercé 11 ans dans les services de soins santé mentale adulte. Voilà. Merci Emma. Votre connexion est un peu compliquée, je pense. C'était un peu assuré. Donc j'espère que ça va s'améliorer pendant ce webinaire. Et puis donc nous avons Benoît et Jacques qui travaillent à l'ESAT l'EPI, c'est ça? Oui, bonjour. Donc moi je travaille en espace vert et je suis secrétaire au CDS. Voilà. Enchanté. Avignon. C'est les Avignon. Oui, bonjour, moi je suis Jacques, je suis travailleur espace vert aussi et je suis membre titulaire au Conseil de la vie sociale et vice-président.
du CVS. Enchanté également. Et puis, vous êtes accompagné donc, de Stella et de Sandrine, que je vais se Sandrine, présenter. ouais. Stella, qui est éducatrice spécialisée du foyer d'hébergement à Avignon. Et Sandrine, éducatrice spécialisée de l'ESAT. Voilà. Enchanté. Je propose de commencer par vous, tiens. Benoît et Jacques, donc, vous êtes en binôme. Est-ce que vous pouvez donc nous dire, parce que en fait, vous souhaitiez témoigner donc d'outils qui ont été mis en place dans votre établissement, dans votre ESAT, qui favorisent votre participation. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous aujourd'hui? Est-ce que vous vivez en autonomie? Comment ça se passe? Alors oui, moi je suis en autonomie totale parce que je vis en appartement dans une commune proche d'Avignon. Donc je vis totalement autonomie totale depuis de nombreuses années. Donc je suis à l'ESAT depuis 2016. Et donc voilà. Ce que je peux dire, c'est un plaisir de travailler aux espaces verts à l'extérieur. J'ai passé 26 ans en usine où, malheureusement, il y a eu le physique, la santé qui a beaucoup joué dessus. Et depuis 6 ans, c'est un vrai bonheur d'être dans ce milieu-là que je ne connaissais pas. D'accord. Et puis, donc, Benoît? Donc, moi aussi, je vis dans un appartement depuis quelques années aussi, depuis 2005 ou 2010, je ne sais plus exactement. Et je travaille aussi en espace vert. Et voilà, ça se passe plutôt bien. Et j'avais fait un texte à Bordeaux, en fait, qui parlait de mon parcours un peu. Et parce que j'étais suivi, en fait, pendant longtemps dans un centre de soins. Et le but, c'était de rentrer dans un appartement. Voilà. Donc, voilà. Depuis, j'ai fait quand même un parcours. D'accord. Et alors, du coup, aujourd'hui, vous êtes à l'ESAT Lépi, c'est ça? Donc, Ouais. vous êtes tous les deux travailleurs en espace vert, vous l'avez dit. Vous êtes Oui. impliqués dans la vie de l'établissement. J'ai entendu le mot CVS. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez-vous témoigner donc finalement de ce qui aurait pu, de ce qui a été On a mis en préparé place? un texte, justement. Allez-y, je vous en prie. Alors, je le lis. Alors, à l'ESAT, il y a 2 délégués par atelier, ce qui n'était pas le cas avant. Le président du CVS est une personne accompagnée qui est élue par les représentants travailleurs. L'équipe qui compose le CVS a eu une formation, ce qui nous a permis de construire les outils que nous souhaitions utiliser. Un tableau qui permet de classer par thème et argumenter les questions, une adaptation en pictogramme et 2 éducatrices accompagnatrices qui soutiennent les élus. Elles interviennent de moins en moins et le but est qu'elles n'interviennent plus. Nous avons créé une adresse mail pour le CVS qui est gérée par les représentants des travailleurs pour faire le lien dans le groupe de représentants et avec la direction. C'est ce qu'on a mis pour le CVS. Et après, c'est tout. Pour appuyer un peu Benoît, donc à l'ESAT de Lépi, il y a 68 personnes accompagnées. Et donc, il y a 3 ateliers, 2 ateliers de conditionnement et un atelier en espace vert. Et le choix a été fait qu'il y ait 2 élus par atelier, donc un titulaire et un suppléant. Donc, ce qui fait qu'au CVS, il y a 6 personnes qui représentent l'ESAT. Et le président du conseil de l'abus social donc, est une personne accompagnée, élue par les représentants des personnes. Et donc ensuite, pour la préparation du CVS, ce qui était très très bien, c'est que l'ESAT a fait le choix de proposer une formation qui a pour but de créer un peu une harmonie de définition des rôles et des fonctions d'un élu au CVS, et ce qui fait que ça leur a permis vraiment de construire à la fois des outils, une philosophie et un travail vraiment très, très, très harmonieux et très coordonné. Ensuite, il y a 2 éducatrices, donc Céline et moi-même, qui les accompagnons. On les soutient à la préparation du CVS, on les soutient dans toutes leurs questions, mais c'est eux qui préparent tout. Nous, on est juste là pour un peu faire un petit peu de la mise en forme, un petit peu de l'organisation. Voilà,
cohésion de groupe, mais c'est vrai qu'ils ont bien pris en main les choses et les outils sont assez efficaces qu'en fin de compte, ça oblige la direction à donner des vraies réponses. C'est-à-dire que… Ouais, parce qu'on n'a pas l'enceinte a disparu. Et on n'a Voilà. plus l'enceinte en plus. Ah, s'il vous plaît, madame, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Ouais. Merci. Donc oui, est-ce que je peux vous poser des questions, puisque vous avez parlé de formation, Benoît et Jacques, donc vous avez suivi cette formation, c'est ça? Oui, on l'a fait. Vous pouvez nous en parler un petit peu? C'est une personne de l'extérieur qui est venue vous former? Oui, la formation s'est passée à l'ESAT et c'est une personne qui est venue de l'extérieur pour nous former, pour nous apprendre un peu comment se comporter au conseil de la vie sociale, quelles attitudes, comment faut avoir, comment gérer nos émotions aussi, parce que on se retrouve avec des chefs qu'on ne côtoie pas tous les jours. Et aussi, il faut aussi expliquer, argumenter, écouter, ne pas être trop sévère ni trop brut aussi pour s'exprimer. Et ça nous a donné des outils. Enfin, moi, j'ai une certaine aisance pour m'exprimer. Et j'ai des collègues qui sont plus, je veux dire, qui sont peut-être plus réservés, mais je trouve qu'ils se débrouillent très bien. Et cette formation nous a permis d'être plus à l'aise avec des directrices, avec des cadres qui… D'accord. Voilà, c'est très intéressant. Ils nous ont aidé sur le plan technique aussi pour les tableaux et tout, les mises en page, des techniques un peu plus simples et pour le CES en fait. D'accord, donc on vous a appris à créer plein d'outils, mais ça a duré combien de temps cette formation? 2 jours. Ah, 2 jours. 2 jours, oui. 2 jours, oui, 2 jours. 2 jours sur toute une journée entière. Pour bien, c'était souvent, c'était intéressant. C'était même fatigué à la fin parce on a été obligé de… La première fois, moi je l'ai faite il y a la première fois. Et en fait, on devait nous apprendre à rentrer, se présenter. Et la seconde fois, c'était plus, je dirais, sur le rôle. Donc, le rôle des élus. Et ça, c'était important de le savoir. D'accord. Donc aujourd'hui, vous estimez finalement que cette formation vous permet aujourd'hui d'exprimer pleinement votre rôle d'élu au CVS vis-à-vis de tous vos collègues. Oui. Mais déjà, le groupe, moi, je trouve que c'est un bon groupe et on arrive bien à gérer les questions qui se posent et tout. Au sein des 3 ateliers, on arrive bien à une cohésion, en fait, et ça va, on se débrouille plutôt bien, je trouve. Puis tout le monde, tous les cadres, enfin, peut-être pas tous, mais une bonne partie des cadres trouvent qu'on s'en sort très bien. Donc, c'est un bon groupe. D'accord. Et donc, aujourd'hui, est-ce que vous estimez que dans votre ESAT, que l'ensemble des usagers ont les moyens de participer finalement à la vie de l'établissement, notamment grâce à ces outils que vous avez pu mettre en place? J'ai cru comprendre qu'il y avait des tableaux qui permettent l'organisation, il y a un email qui permet peut-être de communiquer vis-à-vis des autres, c'est ça? Ouais. Oui, en général, ouais, ça va. Tout le monde, tous les représentants. Quand vous préparez les questions, là, eux, ils parlent. Ouais, c'est ça, ouais. Et j'ai cru comprendre que vous n'avez plus besoin du soutien de Céline et de Sandrine. En fait, dans chaque atelier, on a une préparation on va voir nos collègues pour les questions. Ah oui. Et en fait, il faut faire remonter ces questions. On a une réunion de préparation avant le CVS pour mettre en commun toutes les questions de chaque atelier. Après, on fait des brouillons et après, on les met à la fin. Donc, en gros, le travail, il est là aussi. Et ensuite, ensuite, on met en œuvre, tout ce qu'on a en question pour essayer pour débattre le jour du CVS. Très bien. Écoutez, merci à vous pour votre témoignage. Je propose de passer le bâton de parole. Donc, je vais m'adresser à Eva. Eva, donc, qui tout à l'heure s'est présentée en tant que
médiatrice de santé père, donc au CH du Rouvray à Rouen. Donc, Eva, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'est cette mission, ce poste de médiatrice de santé père, s'il vous plaît? Bien sûr, un médiateur de santé père, très simplement, bah, c'est un professionnel qui fait partie d'une équipe soignante au sein d'une structure et qui a le vécu et l'expérience liée aux troubles psychiques et à la souffrance psychique et qui est sur un parcours de rétablissement. Et qui, par son vécu, qu'on appelle aussi son savoir expérientiel, participe à l'accompagnement des personnes, des bénéficiaires, des usagers et au projet en fait d'une équipe. Ça, c'est pour vous donner une définition très simple du médiateur de santé père. Et concrètement alors, parce que vous avez commencé quand Alors, c'est très nouveau. Moi, j'ai commencé le 1er février. Donc, D'accord, c'est récent, oui. Voilà, j'ai un mois tout pile aujourd'hui de retour terrain. Et si vous voulez, en fait, le projet, pour moi, ça va se passer en 2 temps avec l'équipe. Donc, cette année, c'est vraiment un peu une année de découverte, d'observation et aussi de sensibilisation des équipes, faire déjà découvrir la pérédance. Il y a beaucoup de soignants, de personnel qui ne savent pas ce qu'est la pérédance. Donc, il y a toute cette année de préparation parce que l'idée, c'est aussi d'intégrer d'autres médiateurs de santé père d'ici la fin de l'année et puis d'avoir des collègues. Donc, sur ça, j'ai une équipe. voilà, d'être une équipe en fait de médiateurs de santé père. Et dans un deuxième temps, donc l'année prochaine, de rejoindre la licence sanitaire, sciences sanitaires et sociales, parcours médiateur de santé père, parce que les médiateurs de santé père sont formés en parallèle, et donc là pour avoir une pratique plus clinique aux proches, enfin près des patients. Alors, du coup, effectivement, vous avez un retour d'expérience qui est court, hein, puisque vous avez commencé il n'y a pas longtemps. Et alors, qu'est-ce qui fait, peut-être on va parler un peu de l'amont, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez eu envie de vous lancer là-dedans et comment, surtout, ça s'est passé, si ça ne vous dérange pas de partager ça avec nous? Non, bien sûr, je vais essayer d'être synthétique parce que je pense que c'est un cheminement de plusieurs années qui s'intrigue aussi à la fois dans mon parcours professionnel et à la fois dans mon parcours personnel. Déjà, à la base, je suis criminologue de formation. J'ai travaillé quelques années en Angleterre auprès des femmes victimes de violences domestiques et les femmes en prison. Ce qui est intéressant, c'est dans cette expérience en Angleterre, la philosophie était très tournée autour de l'empowerment, donc voilà, des choses dont on entend de plus en plus parler. Et c'était naturel dans ce travail d'intégrer dans nos équipes des personnes qui avaient été usagers de notre service pour qu'elles puissent aussi transmettre leur expérience. Et à mon retour en France, j'ai rejoint un projet qui s'appelle l'Optimisme, qui est un média digital en ligne qui met en avant des initiatives inspirantes. Et j'ai développé en fait tout un axe de prévention et de sensibilisation autour de la santé mentale. Donc, je suis déjà engagée, si vous voulez, à la base dans ce champ-là. Et en parallèle de mon parcours professionnel, j'ai donc un parcours de rétablissement d'environ une dizaine d'années. Je suis rentrée très brutalement dans le trouble psychique à l'âge de 25 ans, où il a fallu en fait tout découvrir cet univers, constituer un petit peu le puzzle de mon parcours de rétablissement. Et sur ce parcours, la pérédance a été fondamentale pour moi. Le partage d'expériences, le partage de vécu. Je présente souvent les choses ainsi. Quand je suis tombée malade, la première question qui m'est venue, c'était pas qui va me soigner, c'était est-ce qu'il y a quelqu'un ici sur cette terre qui est en train de vivre la même chose que moi et comment cette personne fait pour s'en sortir. Donc voilà, et puis ça fait quelques années que je m'engage bénévolement au sein de diverses associations en tant que père aidante bénévole.
Et donc, la rencontre avec Normandie Réhab, elle s'est faite l'année dernière, au mois d'octobre, lors d'une formation de formateurs. Voilà, il restait 3 places à une formation que Normandie Réhab organisait. Et ils se sont dit, pourquoi pas l'ouvrir à des personnes concernées. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Normandie Réhab. Et un mois après cette formation, Peggy m'a dit qu'ils envisageaient d'ouvrir des postes de médiateurs de santé père. Et donc, c'est l'histoire d'une rencontre, en fait. Voilà, je ne sais pas si Peggy et Emma, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, si Eh je peux ben, poursuivre. oui, je vous en prie, allez-y. Donc, Peggy Piquenot, effectivement, coordinatrice régionale du centre support Normandie Réhab. Notre directeur, en fait, du Rouvray, quand on lui a parlé de la pérédance et du centre support, a été tout à fait d'accord et volontaire pour que l'on puisse effectivement embaucher et recruter des pères aidants pour la fin de l'année. Et l'ARS, donc l'Agence régionale de Normandie, nous a donné une mission supplémentaire que de la formation et de l'information sur les pratiques de soins orientés rétablissement, en nous demandant aussi d'accompagner les établissements, qu'ils soient publics ou privés, dans la démarche en fait de recrutement de médiateurs de santé père. Donc, tout de suite, quand cette mission nous a été donnée, on a pensé effectivement à Eva en se disant, mais Eva serait tout à fait apte à nous accompagner en fait dans cet accompagnement-là. Donc, voilà, on s'est mis en contact avec Eva qu'on avait effectivement rencontrée lors de la formation de formateurs. Et ça a cheminé et a accepté en fait, le challenge de venir renforcer notre équipe et de venir au Rouvray pour voilà, parler de son expérience, mais parler aussi de en quoi c'est une plus-value d'avoir des médiateurs de santé père dans nos équipes en tant que professionnels. C'est-à-dire comment, entre collègues, on va pouvoir accompagner davantage et avec une qualité supérieure nos personnes qu'on accompagne au quotidien. Et c'est vrai, je me permets de vous couper, Peggy, je suis désolé. Du coup, parce que me vient tout de suite une question. Comment c'est vécu vis-à-vis des professionnels, des agents Alors, il y a eu plusieurs expériences en Normandie que nous avons pu entendre de la part de nos collègues, que ce soit sur Ariane, sur Caen, où ils sont vraiment pionniers en la matière, en fait, des médiateurs de santé père, puisqu'ils en ont déjà 3, en fait, au sein de l'EPSM de Caen. Ils avaient eu une première expérience qui avait été extrêmement compliquée parce que ça n'avait pas été suffisamment préparé en amont. Donc là, l'enjeu, l'idée, c'est justement de préparer les professionnels, d'expliquer en quoi c'est une plus-value, de rassurer. On n'est pas là pour prendre le travail de l'autre, on est complémentaires. C'est important de le dire parce que il y a des questions qui sont souvent, mais attends, si le collègue est en crise ou va pas bien, comment on doit réagir? Donc en fait, vraiment, ça se prépare. Et notre mission de Normandie Réhab avec Eva, justement, ça va être de préparer les collègues du Rouvray et, et du CHU de Caen à cette intégration, en fait, du collègue de médiateur de santé père. D'accord. Et est-ce que il y a eu de la formation? Parce que vous avez parlé de formation, enfin, Eva aussi en a parlé. Les formations, vous pouvez en parler? Comment ça se déroule? Il y a des durées? Ouais. Alors, nous sommes déjà accompagnés nous-mêmes, parce que c'est nouveau, hein, en Normandie, il n'y a pas beaucoup de postes de médiateurs de santé père. Donc, en fait, nous sommes accompagnés par le CCOMS de Lille, qui a cette mission d'accompagner au niveau national, en fait, les établissements qui souhaitent embaucher des médiateurs de santé père, mais qui suivent aussi les médiateurs de santé père dans leur parcours de formation. D'accord. Donc, nous sommes en train de nous former, justement, pour pouvoir préparer en amont le travail d'intégration des médiateurs de santé père auprès de nos collègues. Mais aussi, après, les médiateurs que nous allons recruter vont pouvoir être accompagnés par le CCOMS de Lille. D'accord. Et j'ai entendu parler, enfin, Eva a cité le mot licence tout à l'heure, c'est ça? Il y a une qualification. Je vais laisser Eva prendre la suite. Oui, effectivement, il y a plusieurs formations qui existent.
Alors, l'appellation médiateur de Saint-Épère est directement rattachée à cette licence de médiateur de Saint-Épère qui a lieu à Paris, Paris 13. Et c'est des études en forme d'alternance, c'est 8 semaines à l'université. Et puis, en parallèle, le poste, enfin la pratique au sein de l'institution ou de la structure. D'accord. Et je me rappelle plus, vous avez déjà commencé cette formation ou c'est un projet? Non, ça sera l'année prochaine parce que là, on est vraiment dans cette phase, hein, comme je vous disais, de préparation des équipes. Donc, on D'accord. débroussaille en fait. Voilà. Oui. Et alors, j'ai une question aussi à vous poser concernant, donc, finalement, même si votre expérience est courte aujourd'hui, comment vous voyez votre rôle vis-à-vis donc, des autres personnes qui ont des troubles psychiques? Comment vous voyez vos interventions, votre relation avec eux? Comment vous allez favoriser finalement? Parce que vous, c'est ce qui vous a guidé. C'est pour vous, vous avez dit que tout à l'heure que prendre appui sur quelqu'un, c'était quelque part pour vous le sésame pour accéder à l'autonomie. Donc comment vous allez finalement transmettre ça à vos pairs? Vous avez réfléchi, parce que apparemment, ça fait un moment que vous cheminez là-dessus. Comment vous voyez la chose? C'est une très bonne question que je me pose tous les jours. Alors, je pense qu'il n'y a pas de médiateur de santé pair type déjà, parce que chaque médiateur de santé pair va arriver avec son bagage, avec son expérience. Et évidemment, chaque expérience est unique. Ensuite, les médiateurs de santé pair, à partir de leur expérience, peuvent développer certains outils. C'est le cas, par exemple, à Lyon, en fonction des appétences aussi de chacun, en fonction des stratégies qu'on a pu développer au cours de notre parcours. Je cite Lyon parce que je sais qu'il y a c'est au Vinatier, des médiateurs de santé pair, par exemple, qui ont développé tout un programme autour des directives anticipées, incitatives en psychiatrie. Donc, par exemple, c'est vrai que ça, c'est un outil que j'aimerais développer au sein du Rouvray, parce que c'est quelque chose qui a été important dans mon propre parcours. Ensuite, votre question, Frédéric, par rapport à la relation, je pense que c'est tout ce qui a trait à la posture. Et effectivement, en tant que médiateur, on peut se dire on est un petit peu entre deux mondes. Certains médiateurs, d'ailleurs, se présentent comme une passerelle ou comme un travail de traducteur, hein, entre deux mondes, entre les soignants et les patients d'un côté. Je pense que cette posture, elle se construit au fur et à mesure du temps. Effectivement, c'est des questions qui vont se poser. La question de la distance par rapport à son propre expérience, la question des effets miroirs. Et tout ça, la formation aussi, la licence, va nous permettre, en tant que médiateur de santé pair, d'y réfléchir. Moi, j'ai une question justement sur cette démarche-là. C'est, par exemple, est-ce que vous voyez travailler en horaire décalé, même type que cette matinale là, ce matin, je sais pas moi, faire un café des pairs, où on va partager des expériences, où vous allez peut-être développer certains outils. Donc ce café pourrait avoir lieu, je sais pas moi, en début de soirée. Donc du coup, on est un peu en horaire décalé par rapport aux horaires de travail classiques. Est-ce que vous voyez agir de cette manière-là, ou est-ce que vous voyez plutôt être dans le fonctionnement, on va dire, habituel de la plupart des personnes qui travaillent au CH? Alors, je pense que encore une fois, c'est quelque chose qui se co-construit au sein d'une équipe, j'imagine, en fonction du fonctionnement. Pour ma part, j'ai l'habitude de travailler plutôt en mode projet. Donc, tout ce qui est flexibilité, adaptabilité, qui vont dans le sens, en fait, du projet, moi, j'y suis tout à fait ouverte. Je pense qu'il faut sortir aussi un petit peu des habitudes, un petit peu du cadre. Donc oui, c'est une très bonne idée. Merci beaucoup. Pourquoi pas organiser un café ensemble. C'était une suggestion, hein, après. Par exemple, mais c'est un petit peu l'état d'esprit aussi de cette philosophie autour de la paire aidant, c'est d'essayer d'apporter de la nouveauté, d'essayer d'apporter des idées, de faire différemment. En fonction des envies aussi des patients, et puis en collaboration et en complémentarité avec les équipes soignantes.
Et De toute façon, je pense que les idées vont naître d'elles-mêmes. Pardon, Peggy. non, mais pour effectivement, Normandie Réhab, nous sommes déjà un centre support, nous sommes très souples, c'est-à-dire que ça fait partie de la réhabilitation psychosociale d'être hors case. Donc, d'avoir cette souplesse-là, d'intervenir voilà, le matin, le soir, le week-end, s'il faut, hein, on le fait déjà. Donc, c'est vrai qu'on se rend très disponible. Et le fait que les médiateurs de santé pair intègrent aussi les services du sanitaire, c'est aussi pour faire bouger un peu les choses et de faire en sorte que le sanitaire arrive effectivement de sortir de ses murs, de sortir de ses habitudes un peu routinières pour pouvoir offrir effectivement un accompagnement de qualité et diversifié auprès des personnes qui sont concernées, qui effectivement, comme le disait Eva, n'ont pas la même histoire, n'ont pas le même parcours. Et du même coup, c'est à nous de nous adapter. Voilà. Peut-être donner la parole à Emma, qui est, je vois qu'elle lève la main, nos esprits se sont croisés, qui est infirmière, donc du coup qui peut nous aussi nous témoigner de son vécu en tant qu'infirmière de cette mission de médiateur pair. Oui, merci. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Tout à l'heure, c'était pas top. Il va falloir parler lentement, je pense. Voilà. Lentement, ok. Donc oui, concernant l'arrivée d'un médiateur de santé pair au sein d'une équipe, en effet, c'est vraiment quelque chose à réfléchir, à préparer, et à la fois parce que c'est nécessaire et parce que surtout, c'est une richesse dans l'allemand, mais c'est une vraie richesse aussi pour les équipes. Voilà, il y a vraiment un bénéfice des deux côtés. On se nourrit les uns les autres. Et puis voilà, l'esprit de la réhabilitation psychosociale, c'est aussi justement oser le champ des possibles, ouvrir le champ des possibles et puis être porteur d'espoir. Rien que voilà, avec, je pense, ces deux notions-là d'ouverture d'esprit et de se dire voilà, que les personnes sont toutes dotées de capacités qu'on peut soutenir et être porteur d'espoir, ça change la donne. Et le partenariat, du coup, avec nos collègues pères aidants, il est très, très précieux de ce point de vue-là. Et en tout cas, je vous remercie. Effectivement, bénéfice des deux côtés, ouverture d'esprit. Peggy disait que ça bousculait. Je vous propose d'aller voir sur Roubaix, où effectivement l'ARS a lancé un projet qui s'appelle le projet EPOP, qui est sur le même principe en fait des médiateurs de santé pair, puisque Paul-Antoine qui est avec nous, Paul-Antoine, vous êtes là? Je vous entends, ne vous inquiétez pas. Vous êtes intervenant pair. Donc, C'est dans ça. le champ du handicap au sens général, puisque vous intervenez au sein d'un établissement et service de réadaptation professionnelle, donc le SRP ETNAC Roubaix. Donc, parlez-nous un petit peu finalement de votre parcours et qu'est-ce qui vous a donné envie d'être intervenant pair, et puis de ce que vous venez d'entendre, finalement, qui se passe dans le sanitaire. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, mon projet, ça a été tout au départ, j'ai voulu être aide-soignant et raison médicale, j'ai dû arrêter. Après, j'ai été accompagné par Formation accompagnée. formation accompagnée qui m'a dirigé notamment vers la prépa jeune, donc de l'établissement EPNAC donc, à Roubaix. Donc voilà. Et de ce fait-là, comme j'ai aidé pas mal de personnes en situation de handicap qui étaient les jeunes de 16 à 25. Et comme je voyais que Manoli était souvent en formation, soit à l'extérieur, il m'avait proposé aussi, comme il voyait souvent aider les autres jeunes, il m'avait proposé d'être père aidant. Et donc je lui ai dit, il n'y avait pas de souci. Et de ce fait-là, après, c'est là où il m'a emmené dans un atelier. Et de ce fait, à la fin de l'atelier, j'ai bien aimé. Et pour l'instant, on est en train de mettre en place, mais tout n'est pas
mis. Alors, Tout n'est pas encore fait. ouais, tout n'est pas encore fait, donc voilà. Quel type d'aide vous mettez en place auprès des jeunes? Vous pouvez nous en parler un petit peu? Pour l'instant, bah, Des exemples? pour l'instant, ça peut être, c'est pour l'instant où j'ai fait pas mal, c'est des trajets, de montrer des trajets, surtout pour les transports, D'accord. pour leur montrer. Après, ça pouvait aider notamment pour soit chercher quelque chose sur Internet, soit remplir certains documents, notamment des fiches sur Internet, ou remplir certains papiers. L'établissement aussi. Ou chercher autre établissement aussi. Et voilà. Et aujourd'hui, vous avez une autre fonction? C'est quoi votre métier aujourd'hui? Ah oui, pour l'instant, je travaille pour les personnes en situation de handicap. Donc, à Fachtemesnil, et là, je parle à tous les personnes qui sont en visio, parce que là, ça pourrait être l'annonce de l'entreprise où je travaille, qui s'appelle Atelier de l'Espoir. Et je vous propose, donc, je fais tout ce que les professionnels ont besoin. Donc, comme je sais que vous travaillez dans les bureaux, non, mais c'est l'occasion de faire de la pub. Merci, Manu. Vous avez raison. Donc, voilà. Et donc, ouais, je travaille dans une entreprise pour les personnes en situation de handicap pour Afashtemesnil. Et donc, on fait tout ce qui est, tout ce que les professionnels ont besoin. Donc, on livre et on prépare les commandes. Et donc, voilà. Et en fait, ce qui est le plus important, en fait, ce qui est bien, c'est que l'argent que vous allez éventuellement payer si vous achetez un de nos produits chez nous, dans l'atelier de l'espoir, ce qui peut être bien, c'est que Ah, on ne parce vous qu'il y a des entend plus. personnes qui vont faire des colis en 1 heure, comme il y en a qui vont le faire en une demi-heure, et il y en a qui vont le faire en 3 heures. Et ce qui peut être bien, donc nous on ne le fait pas, on demande aux professionnels de garder là où vous achetez vos, bah, vos, vos produits. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que les dames qui vous téléphonent, elles vous contactent tous les 1 an et c'est pas régulier. Donc voilà. Donc Voilà en pour la gros, pub vous êtes un de très bon l'atelier de commercial. l'espoir. Vous êtes un très bon commercial, on a vu ça. Et vous donnez de votre temps, c'est du temps personnel pour l'instant que vous donnez auprès des jeunes de la préparatoire. C'est ça. Les jeunes que que vous aidez, ils font quoi? Ils sont là, qu'est-ce qu'ils font à l'ECRP? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Alors, C'est quoi la prépa jeune? c'est pour éventuellement rechercher un métier et après, ça peut être aussi plus si, par exemple, je vais vous dire un truc tout bête, il y a des personnes qui ont eu quelques petits problèmes et qui ne vivent plus avec leurs parents. Ça peut être aussi de leur aider pour retrouver un logement, retrouver du travail, tout ce que tu as besoin dans la vie active. D'accord. Vous avez une fiche de mission? Je m'adresse à Manolis ici présent. Alors, bonjour à tous, du coup. Comme Paul-Antoine le disait juste avant, on est aussi en cours d'élaboration en fait de cette fiche-là, parce que voilà, il y a tout, comme disait justement Madame Piquenot, c'est ça? Il y a aussi l'accompagnement et surtout l'accompagnement des équipes de mes collègues pour voilà, pour dire que il y a Paul-Antoine qui a son domaine d'expertise aussi par rapport à sa situation de santé, par rapport aussi à son passé et que il a une place, on va dire, en tant qu'intervenant pair pour pouvoir aider aussi des jeunes dans la même situation et que voilà quoi, nous en tant que professionnels, en tant que travailleurs sociaux, on continue à apprendre aussi et que parfois, voilà, par rapport à des situations bien précises, on a besoin justement de personnes qui sont passées par là et qui le vivent tous les jours et qui peuvent nous aider aussi, quoi. Et aider aussi les personnes
qui ont besoin d'aide. Donc, on est en cours d'élaboration de cette fiche de poste-là par rapport justement à tout ce qui est le statut. Comment ça se passe d'un point de vue contractuel, en fait, hein, le statut, etc. Les missions. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que Paul-Antoine vient aussi dans l'établissement, c'est qu'en même temps, ça nous permet aussi de voir en conditions réelles toutes les missions, on va dire au final, qui puissent apporter son aide. Donc voilà, on en est là Et, pour le moment aujourd'hui. et comment ont réagi les collègues de, de l'arrivée Euh, de cette mission oh, d'expertise? il y avait beaucoup de questionnements, beaucoup de questions sur justement par rapport à la fois d'un point de vue très pratico-pratique, hein, le contrat, le statut, grille salariale, etc. Et après, ce côté justement où qu'est-ce que Paul-Antoine va pouvoir apporter, comment eux vont se positionner aussi d'un point de vue collègue, quoi, parce que du coup, ça va devenir potentiellement le collègue aussi de mes collègues et qui l'ont accompagné aussi pendant son accompagnement en préparatoire jeune. Et donc voilà, il y a tous ces questionnements-là, en fait, justement, par rapport à eux, leur posture. On va dire, voilà, c'était ça, le mot que je cherchais, eux, leur posture par rapport à sa présence. Est-ce que je te Mais considère toujours voilà. comme une personne accompagnée ou est-ce que je le considère comme un collègue, c'est ça? C'est ça, exactement. Et que moi, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, Paul-Antoine est un collègue et qui sait que s'il a besoin d'un coup de main pour n'importe quel domaine de sa vie, c'est qu'il peut compter sur moi, comme un autre collègue peut venir me demander de l'aide pour X ou Y raison, quoi. Donc vous C'est allez ça. boire un coup le soir, c'est ça? Pas encore, on va l'envisager. Et ce qui est bien, c'est que justement, en fait, comme vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Payette, c'est que le projet EPOP donc, est porté par le CREAI de Lille et en fait, eux proposent justement cette sensibilisation-là envers les membres des équipes justement sur la préparation et l'accueil d'un père aidant. Donc il y a ça aussi, on va dire, on a cette ressource-là qui permet en même temps à la fois ce regard extérieur par rapport à moi justement, des personnes qui sont là pour préparer justement l'accueil d'un intervenant père. Et donc ça c'est bien aussi, on va dire qu'on a cette ressource-là aussi sur laquelle on peut se reposer. Mais c'est vrai que comme ça a été, comment ça s'appelle, Eva, Peggy et Emma en ont parlé tout à l'heure, cet aspect formation est assez important apparemment, tout cet accompagnement, parce que ça bouscule les lignes. Vous l'avez dit vous-même, hein, les collègues se posent beaucoup de questions, etc. Je pense que Paul-Antoine a dû se poser des questions également, parce que on a envie de le faire, c'est vrai, mais finalement, comment ça va se passer? Comment je vais être accueilli? Paul-Antoine, vous vous êtes posé des questions personnellement avant de commencer? Euh, oui, je me suis quand même pas mal posé de questions. Après, c'est pour ça que j'en ai discuté à Manoli. Et comme c'est là, en fait, qu'il a pu faire venir, pour me rassurer, des personnes dont là où il a été formé. Et c'est notamment ceux de EPOP qui m'ont expliqué qu'est-ce que c'était la pérédance. Donc c'est là, après, c'est là où j'ai compris et c'est là où j'ai accepté éventuellement L'émission. l'émission. Et vous êtes rémunéré aujourd'hui pour ça? Pas pour l'instant, parce que pour l'instant, on est en train de chercher qu'est-ce qu'on va mettre en place et aussi quelles seront mes missions. Au départ, ça sera peut-être du bénévolat, comme là, je continue du bénévolat à venir de temps en temps, voilà. Et après, C'est pas le but visé, quoi. après, on verra. Et vous le construisez au fur et à mesure. Alors que, si je peux me permettre de redonner un petit peu la parole à Eva, aujourd'hui, vous êtes rémunéré. C'est un poste, celui de médiatrice de santé père. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je suis salariée du centre hospitalier. Alors, salarié, effectivement, et petite précision, quand nous recrutons en fait un médiateur de santé père, la personne qui va être sur un service, donc recrutée sur un service, ne sera pas suivie et n'aura pas d'histoire commune avec le service ou l'unité qui accueillera le médiateur de santé père. Donc, c'est vrai que ça, c'est une précision à avoir, c'est-à-dire que pour le coup, c'est vraiment une personne, une professionnelle lambda qui arrive dans un service.
Ce Tout à n'est pas fait. une personne qui a été accompagnée par le service. Oui, d'accord, d'accord, effectivement. Vous avez raison de le préciser. J'ai envie de donner, avant de passer aux questions, la parole peut-être à Benoît et Jacques. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, tout ce qui vient d'être dit? Est-ce que vous pensez à avoir des personnes qui finalement viendraient en complémentarité du travail de Céline et de Sandrine auprès d'autres travailleurs? Comment vous voyez la chose? Intervenants. Ouais. Justement, le fait d'avoir entendu tout ça, ça émet la question. Est-ce que nous aussi, on ne peut pas mettre des outils ou du moins réfléchir à comment mettre en place quelque chose autour de la paire aidance, quoi. Enfin, on en parlait un peu justement. Ça existe déjà, mais ce n'est pas reconnu. Ça existait, mais voilà, comment le faire reconnaître en fait. Plus. Et tout à l'heure, j'ai entendu parler de licence, je crois. Et Oui, c'est ça. pour être reconnu, quoi, en fait. Et une de mes questions que je pensais tout à l'heure, c'est est-ce qu'il existe genre des formations, enfin oui, des formations pour justement être amené à faire de la paire danse, formation ou autre chose, ou des outils concrets, en fait, voilà. Je vais laisser peut-être les personnes, peut-être Peggy ou Eva ou Emma, voilà. Eva a l'air de vouloir, un souci de connexion, je crois. Il faut la réintroduire dans la réunion. Je suis là, je suis revenue. Ah, c'est revenu, Eva. OK. Ah, vous êtes en double. La question, c'était, je pense qu'en fait, votre question, c'est de savoir, effectivement, on a parlé de licence, mais s'il y a plusieurs niveaux aussi pour être connu et avoir un titre en tant que père aidant. Donc, pour l'instant, effectivement, il y a une licence qui existe. Il y a aussi au Vinatier, donc à Lyon, un diplôme de patient expert. Je pense que dans l'avenir, il va y avoir plusieurs choses qui vont se créer, en fait. Là, c'est vrai que c'est nouveau, entre guillemets, en France. Hein. C'est quelque chose qui commence à prendre forme et à se structurer. Donc, je pense qu'effectivement, dans l'avenir, il y aura des formations qui seront accessibles selon les niveaux des gens et selon les missions aussi qui seront attribuées, je pense. Manolise voulait rajouter des choses peut-être dans le champ du handicap. Oui, c'était pour expliquer justement que le CREAI, du coup, par rapport au projet EPOP, ont mis en place, c'était une session qui s'est déroulée l'année dernière, une formation destinée aux personnes accompagnées, justement, qui souhaitaient devenir père intervenant. Et donc, en fait, il y avait cette formation-là destinée aux personnes accompagnées et une autre formation pour, par exemple, de laquelle j'ai assisté, qui était référent intervenant père. Du coup, par exemple, moi, c'était mettre en lien, par exemple, dès qu'une personne accompagnée présentait une problématique ou souhaitait de l'aide par rapport à sa situation de santé et des événements qui pouvaient en découler. Moi, je mets en relation, par exemple, les personnes intervenant pairs en fonction de la problématique. Et les intervenants pairs, eux, du coup, ont reçu une formation par rapport à ce qu'ils pouvaient me apporter, en tout cas comme domaine d'expertise, et ensuite avec probablement tout ce qui en découle, ça soit probablement la posture, la confidentialité et autres. Mais oui, en tout cas, il y a eu cette session-là l'année dernière, et comme disait Madame juste avant, ça commence à se mettre en place un peu partout, et je sais qu'ils essayent de remettre en place des sessions aussi. Donc, Emma, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais aussi un exemple de formation qui existe en tout cas sur le territoire avec l'université de Caen et anciennement Promotion Santé Normandie. Une petite formation avait été créée donc pour que les personnes puissent devenir patients et personnes ressources.
bien évidemment, ce n'est pas le statut de médiateur de santé pair, mais c'est un exemple d'intermédiaire qui permet aussi de commencer à se professionnaliser, qui permet aussi de commencer, par exemple, à faire du bénévolat dans des structures associatives, participer dans des groupes d'éducation thérapeutique, dans les hôpitaux, etc. Ça peut être aussi une bonne mise en matière, une bonne alternative quand c'est dans le domaine de l'aidance, de la pair-aidance. Et c'est vrai que donc pour répondre du coup par rapport aux interventions Emma, Peggy et Manolis à Benoît et Jacques, effectivement, ça serait intéressant peut-être de vous rapprocher à la fois des centres de formation et peut-être des universités qu'il y a dans votre région, hein, dans le sud du côté d'Avignon, pour savoir s'il y aurait des formations qui accompagnerait donc des intervenants pairs pour exercer cette mission de père aidant. En tout cas, la structurer davantage, parce que la manière dont Eva l'a présenté tout à l'heure, et puis ensuite Paul-Antoine, on sent bien que c'est quelque chose qui est en train de se structurer, avec vraiment des missions qui sont bien définies. J'ai entendu parler de collègues comme les autres, un contrat de travail, etc. Donc, on rentre dans une véritable philosophie qui, je vais reprendre le terme de pays, qui bouscule des lignes. Je vois qu'il est 10h06. Peut-être donner la parole aux participants qui sont nombreux là ce matin, il me semble, parmi nous dans cette matinale. Auriez-vous des questions, s'il vous plaît? Alors, je vois une intervention, donc une personne qui dit que, intitulée Busca, donc qui dit qu'il faudrait aussi vérifier auprès de l'APAJ, APAJH, qui me semble-t-il propose une formation. Donc Emma qui a mis aussi sur le chat donc un lien pour la formation. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Donc, soit vous les posez directement dans le chat, je m'en fais le relais. Sinon, vous pouvez aussi, alors je ne sais pas si Jeanne est parmi nous, si on peut, si quelqu'un lève la main, si on peut lui donner la parole, tout simplement. Oui, c'est possible, je suis là. Donc, il y a encore beaucoup de timides dans la salle. Moi, je vais me permettre de poursuivre dans mes questions parce que je vais revenir donc à l'ESAT, parce que là, ce qui est intéressant sur les interventions de ce matin, c'est que Benoît et Jacques nous ont présenté l'outil officiel réglementaire de la participation des usagers en établissement médico-social, qui est le Conseil de la vie sociale. Vous en êtes membre. Nous avons eu 2 autres témoignages qui ont présenté finalement des dispositifs émergents, complémentaires à cette instance du Conseil de la vie sociale. Donc, on en a un petit peu parlé avant que je donne la parole aux questions. Benoît, Jacques, demain, un intervenant pair à l'ESAT? Pourquoi pas? Oui, ça peut être. Pourquoi pas? On en parle un peu, oui, ça peut être intéressant, je pense. En tout cas, il faut faire fleurir, fleurir l'idée, faire mûrir l'idée. Ouais. Mûrir l'idée dans sa réflexion, oui, je pense que ça peut être. Déjà, on a cet élan de membres du Conseil de la vie sociale qui nous apporte un élan auprès de nos collègues et aussi en étant membre de toutes les... Je reviendrai un peu sur les questions parce qu'on a oublié peut-être un détail. C'est que, en fait, les questions qu'on a de chaque atelier, on les fait remonter. On les fait remonter à la direction pour que la direction sache exactement ce que l'on veut et ce que les demandes. Parce que, et c'est ça qui est... Je pense que déjà, il y a cet élan qui est intéressant aussi. Et oui, pourquoi pas être membre, pourquoi pas une formation dans ce biais-là. Moi, pour ma part, ça m'intéresserait parce que moi aussi.
Et ça peut être… Ça peut aller dans le sens de l'évolution, on va dire, entre guillemets, de notre société aussi, c'est vrai. la continuité d'aller encore plus Une loin. sorte de développement, on va développer une sorte d'idée. Je voudrais dire quelque chose. Oui, je vous en prie, Sandrine. Ouais. Pardon, excusez-moi. C'est vrai que suite à notre participation au GEPSO sur Bordeaux, personnellement, j'ai participé à l'atelier avec Paul-Antoine sur la paire aidance et de retour à l'ESAT. On en a déjà parlé un petit peu entre nous parce qu'il y a beaucoup de besoins, par exemple, d'aide pour l'outil Internet, pour les bus, pour pas mal de choses, aussi du soutien à la vie, tout simplement. Moi, je vis en foyer d'hébergement, je veux vivre à l'extérieur en autonomie. Oh là là, j'ai un peu peur, ma famille n'est pas très chaude, les éducateurs, il faut que j'argumente comment toi tu as fait, par exemple, comment Jacques, toi tu as fait pour vivre à l'extérieur. Est-ce que moi j'ai le droit de dire ce que je pense et en fin de compte, je pense que l'idée de la paire aidance, alors peut-être qu'on ne l'appellera pas comme ça, mais je pense qu'elle est un peu à développer, à créer, peut-être voir un peu les besoins de l'ensemble des membres du groupe de l'ESAT et peut-être voir aussi un peu les compétences de chacun, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes on a des jeunes là qui sont extrêmement compétents, par exemple en informatique, qui est vraiment la demande un peu majeure, l'aide sur l'outil informatique, et je pense qu'on va peut-être créer quelque chose dans ce sens-là en tous les cas. En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, de votre repérage d'éducatrice, il semble y avoir des besoins qui dépassent un petit peu finalement votre champ d'intervention, pas forcément votre champ de travail, mais votre champ d'intervention, parce que vous êtes, voilà, il y a votre mission et puis votre temps de travail également, et qui mériterait peut-être d'avoir une personne, un père, qui viendrait dans cette complémentarité et intervenir dans ces besoins qui clairement sont là, dans la vie quotidienne des personnes et qui favorisent leur autonomie. Peut-être donner la parole à Peggy qui voulait rajouter quelque chose ou intervenir peut-être sur… Oui, pour compléter en fait un peu tout ce qui est dit, le poste en fait de père aidant médiateur de santé père, c'est un poste, c'est un salarié. En fait, comment les établissements vont réfléchir à l'accompagnement au changement aussi. Et je ne sais pas si parmi nous, il y a des responsables d'établissement, mais c'est vrai qu'il faut avoir une prise de conscience collective par rapport à l'importance en fait de recruter des personnes concernées dans nos équipes, parce que c'est vraiment l'idée, comme disait Madame qui est éducatrice, c'est une histoire de complémentarité tout ça, et de multiples compétences. Et que grâce à toutes ces compétences, on va pouvoir effectivement être au service des personnes que nous accompagnons au quotidien. Et je pense que les directions ont aussi cette prise de conscience et auraient besoin de porter ça aussi auprès de nos financeurs. Les établissements publics hospitaliers donc, sont les premiers effectivement en la matière dans le sens de recruter les médiateurs de santé père, comme fait le Rouvray ou comme fait Ariane à l'EPSM de Caen. Mais je pense que les établissements médico-sociaux peuvent aussi ouvrir les portes sur ces nouveaux métiers. Complètement. C'était Manolis tout à l'heure qui disait que, parce que vous avez parlé de compétences, Peggy, c'était Manolis qui disait tout à l'heure que la formation permettait aussi aux futurs intervenants pairs de bien identifier leur domaine d'expertise et pourquoi pas développer aussi certains domaines d'expertise de manière à ce qu'ils soient les plus en soutien possible de leur pairs. Donc je vois le temps qui arrive bientôt à terme. Peut-être donner un petit mot de la fin à chacun d'entre vous sur la minute restante. Je vais peut-être commencer par Manolis et Paul-Antoine. Du témoignage que vous avez pu apporter aujourd'hui,
Qu'est-ce que vous souhaitez conseiller finalement aux établissements qui sont présents aujourd'hui pour justement favoriser, de votre expérience vécue, favoriser la participation des usagers? En tout cas, merci parce que j'ai appris pas mal de choses dans les autres établissements. Et après, si éventuellement ils auraient besoin de mon aide, pourquoi pas venir directement. Je suis ouvert à tout. Merci beaucoup, Paul-Antoine, pardon, et Manolis, En tout cas, Eva. Oui, pardon, Manolis, je conseil. vous ai coupé, Non, pardon. excusez-moi. Oui. Ah non, il n'y a pas de Allez-y, souci. Non, 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 c'est bon. allez-y, En allez-y. tout cas, le conseil par rapport à ce matin, tout ce qu'on a entendu, etc., c'est que c'est vrai que enfin, voilà, on est aussi dans une. Comment, actuellement, la société est que on veut enfin, on ne veut plus qu'il y ait de cases. En fait, c'est possible parce que toute personne, quelle que soit sa situation de santé, en fait, a un domaine de compétences à apporter et et plus on va le favoriser, plus ça ne peut qu'enrichir en fait, même nous en tant que travailleurs sociaux et en tant que personnes, notre vie en fait, tout simplement nos connaissances et je pense vraiment que ces projets-là de père aidant, quels que soient on va dire les établissements, ne peut que favoriser le bon fonctionnement et un accompagnement de qualité. Donc voilà, Merci moi, en tout cas, beaucoup, c'était le petit mot Manolis. que je voulais dire. Merci à Merci. vous, en tout cas. C'était super intéressant. Eva, Peggy, Emma, un petit mot de la fin? Oui, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, c'est surtout aussi, enfin, une histoire pour moi de curiosité, d'ouverture, d'aller vers, de ne pas hésiter, comme on le fait ce matin, et je vous en remercie, de rencontrer différents projets, différentes perspectives. Je pense que c'est aussi dans cette notion d'aller vers qu'on pourra faire bouger les choses. Merci C'est beaucoup. l'esprit de ce webinaire, c'est moi qui vous remercie. Peggy, Emma, un petit mot? Oui, alors voilà, merci déjà pour le webinaire, l'échange. Pour le mot de la fin, voilà, je dirais encore une fois que c'est une richesse pour tout le monde. C'est gage, je pense, d'une meilleure qualité d'accompagnement que de travailler avec des pères aidants. Et aussi, peut-être un point sur lequel je voudrais insister, c'est voilà, le caractère professionnel des pères aidants et de ne pas hésiter à leur donner une place entière, qu'il y ait un caractère professionnel, statut qui soit déterminé. On soit dans un flottement de se dire ils ont des compétences, des expériences et à la fois on ne leur donne pas une juste place au sein d'équipe. Je pense que c'est vraiment quelque chose à réfléchir et à construire pour qu'ils aient une juste place. C'est quelque chose de fou. Merci beaucoup. Les métiers émergents. Peggy? Oui, juste nous, Normandie Réhab, en tout cas, si vous voulez prendre contact avec nous pour avoir plus d'informations, des échanges, n'hésitez pas. Vous me contactez sur l'adresse mail, on a un site internet. Le 15 juin, alors moi aussi je vais faire un peu de pub, le 15 juin, nous faisons notre colloque, notre deuxième colloque régional donc sur Caen. Pour ceux qui sont en Normandie, donc ça peut être en présentiel, c'est gratuit. Et le thème de cette année, c'est tourné justement vers des témoignages et des expériences des uns et des autres, que ce soit des personnes concernées, des proches aussi, des familles et des professionnels. Donc voilà, et ce sera aussi en webinaire. Donc, il y aura présentiel et distanciel pour les gens qui sont de loin. Donc, vous pouvez nous envoyer, vous préinscrire sur notre adresse mail du site. Et en fait, on vous enverra un lien pour pouvoir prendre votre billetterie et suivre notre colloque de loin en distanciel si vous n'habitez pas en Normandie. Voilà. Je ferai suivre l'information, Peggy. Merci à vous pour l'invitation. C'est super riche et c'est vraiment, le format est top. C'est moi qui vous remercie. Benoît et Jacques, c'est vous qui terminez. Alors, merci à vous tous de m'avoir convié à ce moment sympa. Et je dirais aussi que le mot de la fin, c'est que dans nos ateliers respectifs, il y a
des travailleurs un peu piliers, un peu phares aussi pour aider nos collègues un peu en difficulté dans le langage, dans le comportement. Donc, j'ai entendu un peu ce mot-là et je trouve que c'est un mot très fort. Et c'est une richesse aussi. J'ai entendu le mot richesse par Peggy, je crois. Et c'est une richesse aussi humainement. Donc, merci. Non, merci donc, pour la réunion là et ouais, pour les rencontres virtuelles, enfin, à travers l'écran, mais du coup, c'est. Ah, on est en train de vous perdre. Allô, allô? Ah, On a une question d'Odile Pillot, il me semble. Je ne sais une pas si vous dernière m'entendez question. bien. Oui, Ah, bonjour. ça avait coupé, ouais, ça avait coupé. Je ne pouvais pas quitter ces échanges sans avoir parlé. Du coup, je me présente. Alors moi, j'interviens justement en ESAT, en Hauts-de-France, donc à Gizincourt. J'interviens en foyer d'hébergement et aussi en EHPAD. Et en fait, je vous ai tous trouvé absolument passionnants, je dois admettre. Et effectivement, cette paire aidance au sein des ESAT, moi, je la trouve excessivement pertinente. Je ne sais pas effectivement quelle forme elle peut prendre, puisque si on part sur une licence, etc., il faudrait éventuellement une formation adaptée pour que chacun des travailleurs puisse éventuellement y prétendre. On a déjà ce mouvement-là des travailleurs qui veulent défendre leurs droits, faire entendre leurs paroles, et ça passe aussi par des syndicats de plus en plus. Et ça, je trouve ça très pertinent. Il y a surtout l'UNTHI, en tout cas chez nous, qui intervient. Ils ont envie alors d'être porte-parole. Alors, porte-parole, c'est un peu différent, je suppose, de père aidant, mais c'est déjà une forme que ça peut prendre. Et en tout cas, c'est quelque chose que je vais relayer au sein de mon établissement parce que je trouve ça assez innovant. Et je pense qu'il y a de nombreux travailleurs et même des résidents qui voudront s'en saisir. Voilà, merci à vous, c'était très intéressant. Merci à vous pour cette intervention. Peut-être donner la parole à Benoît, qui était en train de parler et qui a été coupé, même si nous avons débordé un petit peu. Ouais, donc je disais que c'était assez intéressant cette rencontre à travers un écran, mais c'est toujours intéressant de parler de choses qui font évoluer en fait dans notre société aussi. Voilà, ça peut faire évoluer certaines choses et voilà, ça peut faire évoluer les états d'esprit et c'est toujours intéressant voilà, de parler. De toute façon, ça fait toujours avancer un peu des choses. Ouais. Merci. Stella, Sandrine? Oui, Stella. Non. Moi, je voudrais dire, alors, je suis à contre-jour là, dire un petit mot pour dire un grand merci d'avoir participé avec vous tous à ce temps d'échange. Je suis très proche dans la pensée de Paul-Antoine et de Manolis, pardon, Manolis, ton prénom, où effectivement, de faire bouger les lignes de la société et de s'engager en tant comme tout à chacun, hein, et voilà, de faire bouger les lignes, de ne pas être seulement d'un côté les éducateurs, de l'autre côté, voilà, arrêter de se diviser et travailler tous ensemble et voilà, de responsabiliser toute la société hein, dans le soutien et l'accompagnement de personnes comme tout à chacun. Eh ben, Voilà. merci à vous pour ces beaux messages. C'est bon, je peux clôturer? Merci. Oui. Je propose de clôturer ce webinaire. Bon, on dépasse de 8 minutes, j'en suis désolé, parce que je m'étais vraiment fixé ces 7 heures. C'est le format qu'il faut respecter. En tout cas, merci pour tous ces messages très inspirants. Et puis, je vous donne rendez-vous au prochain webinaire, donc d'ici 2-3 mois. Donc, prochain mercredi des bonnes pratiques. Très bonne journée à vous et à vous tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est bon, t'as arrêté l'enregistrement? Non.
Pas encore. Voilà.